d'émotion. L'hymne monégasque, Charles Leclerc au premier plan, ému. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, en larmes, très ému. Charles Leclerc, vainqueur historique de ce Grand Prix de Monaco. C'est un jour historique pour Charles Leclerc, pour tout un pays. Charles Leclerc, vainqueur donc, après être parti en pôle. Et jour historique également pour toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne fête à toi, maman, et à toutes les autres. Bonsoir Julien Dortoli qui est avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Très content d'être à côté de Thierry ce soir pour le quiz évidemment. Et j'en profite pour dire une bonne fête à ma maman aussi. Thierry Boutsen, vous l'avez reconnu, est avec nous. Bonsoir Thierry, comment ça va ? Ça va bien, très fatigué, Regardez autant que Charles Leclerc finalement. Mais même plus à mon avis, parce que l'émotion et puis la tension qu'on a vécue pendant toute cette course, depuis le début du week-end aussi, donc c'est très impressionnant ce qu'il a fait et puis on en a tous bien profité. On va en parler en long, en large et en travers, oui, de l'émotion palpable. Bonsoir Monsieur Casal avec une nouvelle chemise rayée. Elle vous plaît ? Beaucoup. French Riviera. French Riviera. French Flair. J'en profite moi aussi pour souhaiter une bonne fête à ma maman et à toutes les mamans. Collaboration avec Johan. Johan Cherami est avec nous aussi. Bonsoir Johan. Bonsoir, ravi. Puis j'embrasse mon papa dont c'était l'anniversaire hier et ma maman. Je pense à eux. Thierry, il y a du soulagement là. Oui, c'était très bien préparé, très bien managé, très bien contrôlé aussi de sa part. Il a été challengé pendant toute la course, mais il a géré ça vraiment de main de maître en fait, parce que il a fait toute la course avec un train de pneus, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut garder les pneus en bon état jusqu'à la fin. Si on va un petit peu trop vite à certains moments de la course, ils perdent de l'adhérence. Oui, c'est de la gestion pure et dure. Du mal à récupérer l'adhérence de ces pneus-là, donc c'est compliqué quand on a la pression derrière. Et puis finalement, il a gagné parce qu'il a mieux géré ça que son adversaire qui, lui, en fin de course, s'est écroulé parce qu'il avait trop utilisé ses pneus, il avait trop tiré dedans, comme on dit. Et voilà, c'est bravo. Bravo, Charles, qui est au micro de Loïc Kiefer et Mathieu Laurent, interview en direct. On va l'écouter tout de suite. Tellement content. C'est une course qui compte tellement pour moi. Bien que pour le championnat, elle soit pareille que les autres parce que ça donne 25 points et c'est tout. Émotionnellement parlant, c'est vraiment fort et ouais, ça a été une course qui a été très difficile de gérer avec toutes les émotions que j'avais dans les derniers tours. Donc je suis vraiment content qu'on ait réussi à concrétiser le résultat final. Le fait d'avoir déjà gagné 2 fois cette édition, il arrive ici cette année en se disant je peux encore le refaire et il connaît absolument bien ses conditions de jeu et pour lui son jeu prend énormément. Tsitsipas maître à domicile et nul doute que sa cote de popularité va augmenter ici malgré la grande présence d'Italiens à Monte-Carlo ce week-end et cette semaine. On vous retrouvera très vite Mathieu pour nous parler aviron avec Guillaume Couillard. Benjamin, on avait fait un tour de table la semaine dernière pour savoir qui étaient les favoris. On n'a pas entendu le nom de Stefanos Tsitsipas. Non, effectivement, et surtout, c'est surtout pas moi qui l'aurais mis dans les favoris parce que je l'ai vu avant le tournoi à l'entraînement, sur 2-3 entraînements notamment, et sincèrement, il était à la rue, il se prenait la tête avec son entraîneur et son papa, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas dire que le moral est au beau fixe ni niveau de jeu. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic dans les 2 premiers tours, je pense. Voilà, il a dû trouver... il a dû mettre en place quelque chose, que ce soit techniquement, tactiquement, et puis voilà, à l'arrivée, il perd qu'un seul set dans le tournoi contre Yannick Sinner hier. Donc bravo à lui et à son équipe d'avoir trouvé les clés du succès. Et nous, on va parler d'un homme qui est en forme olympique pendant ce Tour de France, c'est Tadej Pogačar, Richard, qui ne laisse que des miettes finalement à ses adversaires. Oui, exactement. 5 victoires d'étape, c'est incroyable. Pogačar a pris le maillot jaune d'entrée de jeu dans ce Tour de France. Bon, il y a eu quand même un duel. On s'est aperçu il y a 24 heures, 48 heures que Pogačar avait gagné le Tour. Il y a eu de la concurrence, mais enchaîné avec la saison qu'il fait, depuis le début de saison, gagner le Tour d'Italie. C'était pas gagné pour le Tour de France et il a écrasé tout le monde. Pogačar est l'homme de cette année, incroyable, une
super équipe aussi derrière lui, parce que il a pu cadenasser un peu tous ses adversaires. Et Vingegaard a été quand même présent, sans compétition pendant plus de 3 mois. Vingegaard restera 3e de ce Tour de France à moins d'un incident. Et deuxième. Oui, deuxième. Et voilà, donc je trouve qu'il y a un beau duel avec un jeune qui découvre aussi le Tour, c'est Rinko, qui nous a fait un super tour et qui va peut-être faire un super chrono aussi demain. Donc je suis ravi de ce qui s'est passé. Mais Pogacar, impressionnant, du début jusqu'à la fin. On pensait qu'il allait quelque part se coucher, mais non, ils se sont tous couchés et lui, il est invincible quand on le voit démarrer. Bon, l'attaque dans les 300 derniers mètres, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas collaboré avec personne. Il était frais par rapport à tout le monde qui s'était un peu cassé le nez dans le dernier col. Il part facilement. On n'a pas l'impression qu'il fasse énormément d'efforts. Oui, il est super facile et il est en train de remporter son 3e Tour de France. Donc c'est génial. En tout cas, il avait faim. Pourquoi ? Parce qu'il a été déchu pendant 2 années. Par Vingegaard, il a été maté. Et donc, il est revenu, je pense que cette année sur le Tour, depuis le début de saison, il est revenu en pensant vouloir gagner le Tour à tout prix. Bon, il a tout gagné. Oui. Il est parti. Il a même gagné des sprints cette année. Oui, mais bon, il est dans la forme de sa vie, je pense. Et donc, on a presque hâte de voir le parcours, on va dire, 2025, pour voir qui peut lui barrer la route. En tout cas, c'était bien sympa. Richard, j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites demain à 13h30 ? Je crois que je serai avec vous. Non, je serai sur le départ de ce contre-la-montre en plateau. Avec moi, oui. Ah oui. Et donc, je suis ravi. Donc voilà. Donc je suis ravi. J'ai hâte d'être demain. On va pouvoir commenter ce contre-la-montre au départ. Donc c'est génial. Ça fait longtemps que je n'ai pas été, on va dire, au contact, avec les commentaires sur un Tour de France. Ça fait quelques années. Donc non, c'est génial. On est ravis que vous soyez avec nous pour commenter cette étape, ce contre-la-montre final qui s'élancera de Monaco avec 2 ascensions au programme. Le Mont des Mules qui arrive à la Turbie et l'ascension du Col d'Èze. Ensuite, c'est de la descente vers Nice et l'arrivée au niveau de la place Masséna. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Samatch, un Samatch spécial Jeux Olympiques et ce pour toute la durée des JO de Paris 2024. Tous les week-ends donc sur les JO et messieurs, en belle compagnie ce soir, l'équipe. Johan Cherami est à mes côtés. Bonsoir Johan. L'impression qu'on se quitte plus aujourd'hui Mathieu, je sais pas ce qui nous arrive. Oui, c'est vrai qu'on a fait déjà un petit point à 14h ensemble et on refait le point ce soir. Fabien, il est à vos côtés, Johan. Bonsoir Fabien. Bonsoir Mathieu, ravi d'être avec vous. Il y a un sacré programme qui nous attend. On s'est régalé toute la journée et ça va continuer. Et ça continue toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. C'est la magie des Jeux Olympiques. En face de vous, Julien Dortoli avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Mathieu, très content d'être là ce soir et pour parler aussi un peu de bateau. Et Loïc Kieffer ferme la marche. Bonsoir Loïc. Et bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Très heureux de fermer la marche et d'être présent avec vous tous. On se dirige tout de suite vers Paris, la piscine Georges Valeret où nous attend Pierre Classen comme tous les jours. Pierre, on le disait donc, cérémonie exceptionnelle et vous avez eu la chance de rencontrer les porte-drapeaux aujourd'hui. Comment ont-ils vécu ce moment ? Bonsoir Mathieu, bonsoir messieurs. Avant de revenir sur la cérémonie, on vient de croiser 4 cyclistes belges qui sont passés derrière notre caméra. Forcément ravis du doublé belge. Il y avait la délégation belge, la délégation française également, la délégation monégasque qui paradait sur la scène hier. Beaucoup d'émotions pour nos 6 athlètes et encore un peu plus particulièrement pour les 2 porte-drapeaux, Lisa Pouf et Théo Druyen. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. On a passé un beau moment tous ensemble malgré la pluie. C'est vrai qu'on était bien trempés. Mais c'est vrai que c'est des émotions qui resteront à vie et j'étais contente de les partager avec cette équipe. On n'a pas vu grand chose pendant la cérémonie avec la pluie et l'enceinte qui était HS, mais on l'a vécu vraiment. On a vu tout le monde qui était chaud, qui était là pour nous encourager tous et c'était fabuleux. Ouais. Et vers la fin du défilé, on est arrivé sur la Terre Eiffel, on portait tous les 2 le drapeau et
Ouais, c'était vraiment ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir de voir que tous les deux, on a réussi à aller jusqu'au JO et à porter le drapeau et à accompagner tous les athlètes de Monaco et de la délégation monégasque. Allez, on passe tout de suite à la voile avec vous, Julien, évidemment, notre consultant voile. Vous allez nous parler de cette compétition qui va avoir lieu donc pendant les Jeux Olympiques. Et on va commencer avec le planning des épreuves. Comment ça va se passer ? Oui, alors donc aux Jeux Olympiques en voile, donc il faut savoir qu'il y a 10 séries olympiques. Donc il y a les, je vous les cite, hein, donc il y a les planches à voile hommes et femmes, les 49ers et 49ers FX, donc c'est les dériveurs haute performance double homme et double femme, les ILCA 6 et 7, donc c'est les dériveurs solitaires hommes et femmes, le 4-7 mixte qui est un dériveur double, le NACRA 17, donc un catamaran double mixte, et le Formula Kite pour les hommes et pour les femmes. Donc en tout, ça fait 14 athlètes. Donc c'est la parité, hein, 7 femmes et 7 hommes. Et en voile au JO, il n'y a qu'un seul représentant par nation et par série. Donc au maximum, on est 14. Julien, on va faire le tour des favoris à la médaille. Et là, la France peut compter sur énormément de potentiel. Ouais, je crois que l'équipe de France n'a jamais été aussi forte depuis, en tout cas depuis que je la connais, on va dire. Vraiment, en fait, dans les 10 séries, tous les sélectionnés ont réalisé un podium international. Donc, ils ont fait soit un podium au championnat du monde, soit au championnat d'Europe pendant l'APO, donc dans les 3 dernières années. Donc, ils ont vraiment tous montré qu'ils ont le potentiel et la capacité d'aller décrocher une médaille. Et l'été dernier, donc il y a eu le test event, donc la répétition des Jeux. La France a décroché 5 médailles, dont 4 en or et 1 en argent. Et ça leur a fait la première nation. Et bon, c'est assez exceptionnel, hein, c'est-à-dire qu'ils ont eu 5 médailles sur 10 possibles, quoi. Donc 50% des médailles. Donc c'est exceptionnel. Donc si on réitère ça pour les Jeux, ce serait incroyable, sachant que le record de l'équipe de France aux Jeux, c'est 3. C'est ce qu'ils ont fait à Tokyo, à Rio. Donc, ce qui est déjà beaucoup, hein, 30% de médailles. Si on faisait ça en athlétisme, on serait aux États-Unis, quoi. Donc, en kite, je commence par le kitefall féminin. Donc, on a la géniale Lauriane Nolo, qui est double championne du monde, championne d'Europe, vainqueur du test event. En fait, ça fait 2 ans qu'elle a gagné toutes les régates. Donc elle est clairement favori pour la médaille d'or. Puis en kitefoil masculin, donc on a Axel Mazella qui lui est quadruple champion d'Europe, qui est aussi vainqueur du test event, donc aussi très solide, très régulier, donc une grosse chance de médaille aussi. Après j'ai parlé évidemment des 49ers, donc mes copains, donc parce que j'étais partenaire d'entraînement pour depuis 2 mois, donc je m'entraîne avec Erwan Fischer et Clément Pékin. C'est pour toucher la main de Zizou. Voilà, Erwan qui a touché la main de Zizou, exact. Et qui eux sont. Certains disent. C'est clair. Et ouais, eux sont champions du monde en titre. Donc ils ont été champions du monde en mars en 2024. Ils ont fait second au test event. Et voilà, ils sont impressionnants dans la brise quand le vent est soutenu. Polyvalents dans les autres types de temps, et pour avoir navigué 2 mois avec eux, ils sont franchement très en forme, et vu les vidéos que j'ai vues hier soir, je pense qu'ils sont tout va bien. Les débuts du rameur monégasque dans son tournoi olympique, comment ça s'est passé pour lui ce matin ? Eh bien, pas mal du tout. Mathieu était dans la 4e série. La série la plus relevée, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Quentin et son entourage. Quentin qui termine 4e et qui était dans le match jusqu'aux 1000 mètres. De 1000 à 1500 mètres, il a eu un petit peu plus de mal. Derrière, il a géré parce qu'il fallait prendre une des 3 premières places pour se qualifier directement pour les quarts de finale. Là, il prend donc la 4e place. Repêchage demain. Ce sera à 9h36, toujours à Vers-sur-Marne. Quentin qui n'est pas inquiet du tout, bien au contraire. Plutôt bien, techniquement c'est en place, physiquement aussi. La série était assez relevée, on savait que ça allait être compliqué, donc on a un peu tenté sur le premier 1000. Je pense que j'ai un petit peu consolidé sur la deuxième moitié de course, sur le troisième quart. Peut-être être un poil plus combatif pour essayer de rester dedans. Et sur la fin, du coup, j'ai un tout petit peu lâché en voyant que j'accélère dans le dernier 500 et à l'entrée du dernier 500, et en fait, je bouge pas par rapport à l'américain et par rapport au brésilien.
Donc je reste tranquille un petit peu pour me préserver un petit peu pour demain. Aujourd'hui, les conditions étaient vraiment parfaites pour l'aviron de rivière, quoi, vraiment plat. Donc ouais, les vagues, moi, c'est quelque chose qui m'arrange un petit peu entre guillemets parce que je suis assez habitué à ramer dans les vagues. Et ça me dérange pas trop, et par rapport à d'autres mecs, ça peut les handicaper un petit peu, donc ça fait un petit peu mon jeu. Merci Pierre, merci à Benjamin Lamy qui vous accompagne. On vous laisse aller vous reposer ou suivre toutes les épreuves. Ça va vous faire une sacrée soirée, une belle matinée. On se retrouve demain avant le journal. Vous faites bien, vous faites bien. On va en parler justement dans quelques instants du rugby à 7. Bonne soirée à vous Pierre et bonne soirée à Benjamin qui vous accompagne. Bonne soirée Mathieu, bonne soirée à tous. On va se dérouler le programme des Monégasques dans ces Jeux Olympiques avec donc Cho Sing-yang qui va démarrer son tournoi en tennis de table demain. À suivre donc Théo Druhen lundi, et à suivre après Marie-Charlotte Gasteau et Marvin Gado vendredi et août. Et on terminera avec Lisa Pou ce jeudi. On prend la direction tout de suite du Marais où nous attend notre envoyé spécial Benjamin Lamy qui est en compagnie de notre consultant natation pendant ces JO, Frédéric Bousquet. Benjamin, dans moins de 2 heures, Léon Marchand entame le premier de ses 12 travaux. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Léon Marchand qui sera engagé ce soir sur le 400 mètres 4 nages, sa discipline de prédilection puisqu'il est tout simplement le recordman du monde, record qu'il avait réalisé l'an dernier à Fukuoka, 4 minutes 2 secondes et 50 centièmes. Frédéric, Léon a réalisé ce matin le meilleur temps des séries, il sera le grandissime favori ce soir à Paris. Oui, effectivement, la logique est respectée. Il a clairement survolé et bien maîtrisé son élément ce matin. Il part sur son premier 100 mètres, 150 mètres avec une vitesse bien contrôlée, et ensuite on le voit véritablement dérouler, contrôler toute sa course, contrôler ses adversaires qui reviennent, qui tentent de revenir à côté de lui. Ce soir, j'ai envie de vous dire que ça va être Léon et les autres. En termes de chrono, je pense qu'il n'est pas là pour tenter des performances extraordinaires, il est plus là pour viser des titres et des médailles. Donc, mais évidemment, avec l'engouement du public, le soutien des spectateurs, parce qu'on le voit dans la piscine, l'ambiance est assez extraordinaire. Ça peut le pousser et on peut se prêter à croire qu'il battra éventuellement son record du monde ce soir. Le record olympique est à 4,3, 4,1,3 il me semble. Donc au moins un record olympique, un titre évidemment, mais une superbe course tout en maîtrise de sa part. Et on rappelle que ce sera sa première finale olympique, et forcément dans l'approche, eh bien c'est différent qu'un championnat du monde. Vous, Frédéric Bousquet, vous en avez disputé 4 des finales olympiques. L'approche est très différente d'un championnat du monde ou d'un championnat d'Europe. C'est ça la particularité des Jeux Olympiques, c'est incomparable avec aucune autre compétition. Aucun événement, peu importe ce qu'il a fait avant, tous les compteurs sont remis à zéro. Évidemment, le fait que ce soit en France, le fait que ce soit ses premiers Jeux, que ce soit sa première finale olympique, tout ça pourrait être des pièges potentiels pour lui, mais je n'ai pas le sentiment que Léon soit dans cette démarche intellectuelle. Je pense qu'il a bien préparé ses courses, je pense qu'il a bien préparé ses Jeux Olympiques, que ce soit d'un point de vue physique et mental, puisqu'il est également accompagné par un très bon préparateur mental, et je sais qu'il s'est déjà projeté, il a fait ce travail là-dessus pour justement ne pas perdre pied le jour J. On a parlé de Léon Marchand, qui est évidemment l'une des plus grandes chances de médaille française sur ces Jeux Olympiques de Paris. Un mot sur Théo Druhen, l'un des représentants monégasques. Il avait déjà disputé des Jeux Olympiques, c'était à Tokyo il y a 4 ans. C'était le plus jeune représentant monégasque aux Jeux Olympiques. Il avait disputé le 1500 mètres. Cette fois-ci, ce sera le 800 mètres. À quoi s'attendre pour le jeune monégasque qui n'a que 19 ans aujourd'hui? C'est déjà un exploit en soi d'avoir participé à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. Il avait 16 ans. Il est réitère cette année en se qualifiant, il est aligné sur 800 mètres nage libre. Je pense que Théo est dans sa progression, dans son ascension vers le très haut niveau. Donc c'est plus une démarche personnelle de sa part à essayer de s'imprégner véritablement de toute cette atmosphère, de cette ambiance, et essayer d'aller chercher une meilleure performance personnelle dès le matin dans un tel événement. Merci Frédéric. On rappelle l'horaire de la série de Théo Druhen demain matin. Ce sera à partir de 11h26 et ça se déroulera dans la salle Paris La Défense Arena. Messieurs, on file tout de suite du côté de Paris puisque Pierre Classen nous attend.
porte de Versailles. Pierre, bonsoir, vous êtes avec nous en direct. On va parler d'abord de Quentin Antonielli qui va disputer son quart de finale mardi. Il a fait sa séance de repêchage ce matin, entouré de toute sa famille et d'un papa très exigeant. Oui, Jean-Louis Antonielli, très exigeant envers son fils et tous les rameurs qu'il a eu sur son aile. Donc Quentin, ça s'est bien passé, sa série de repêchage, il l'a emporté. Il s'est fait titiller par l'Indien qui était à ses côtés, qui est même passé devant Quentin lors des 300 derniers mètres, mais l'orgueil de Quentin a repris le pas. Il a terminé avec plus de 2 secondes d'avance sur son adversaire direct. Il fallait prendre une des 2 premières places. Il a terminé premier. Et oui, un papa très exigeant, multiple casquette puisqu'il est président de la Fédé monégasque d'aviron. Il entraîne Quentin depuis toujours et c'est évidemment son papa. Il y en a 2 de ces casquettes qui étaient contentes, une beaucoup moins. On vous explique tout de suite pourquoi avec Jean-Louis et Quentin à notre micro avec Benjamin Lamy. Il m'a fait peur. Et il n'était pas comme d'habitude, il était un peu plus moins tonique que d'habitude. J'ai pas eu le temps de parler encore avec lui, mais enfin le matin ça a toujours été un petit problème. C'est peut-être un problème de réveil. Il y a un petit truc qui a pas. Enfin, ça se voit pas à la vidéo. Quand vous voyez ramer, ça va. Hein. Enfin, il y a eu un petit truc. Mais enfin, il a fait le principal du travail. Il s'est qualifié. Hein. Alors, le papa est content, l'entraîneur est pas content, le président est content. Voilà. Bon, après, c'était pas grave dans le sens que il fallait qualifier dans les 2 premières places. Enfin, normalement, il aurait dû gérer plus facilement cette course. Ouais, mon père a cette habitude de coach, du coup, de tout le temps pointer un peu les choses qui vont pas. Donc je sais qu'il est assez connu pour le faire sans trop de tact, assez direct. Un papa qui va continuer à lui mettre la pression, sans doute, Pierre, en vue des quarts de finale. Ce sera donc mardi matin, quart de finale pour Quentin Antonielli. Et oui, rendez-vous à Vers-sur-Marne mardi à 10h10 pour le quart de finale de Quentin. 10h10 tapante puisque Quentin fera partie du premier quart de finale avec Nielsen et McIntosh en favori. Verteint Ferreira, le Brésilien, face à qui il avait terminé derrière tout simplement lors de sa série hier. Ce sera un adversaire direct. Beaucoup ne voient pas Quentin passer. Quentin, lui, y croit dur comme fer. Quart de finale assez ouvert pour la 3e place. Nouvelle-Zélande et Danois, ouais, c'est 2 très gros clients. Enfin, le Danois est 4e sur les derniers Jeux Olympiques. Le Néo-Z McIntosh est champion olympique dans une autre catégorie. Donc ouais, c'est vraiment 2 très gros mecs. Et derrière, c'est un peu plus ouvert. Et Lucas, on se connaît très bien ensemble parce que on s'entraîne ensemble à Gavirat et on a passé les 2 derniers mois à se tirer la bourre à l'entraînement. Donc on se retrouve là, c'est sympa. Enfin, on va être ennemis sur l'eau encore une fois, mais copains sur la berge. Samuel, on le voit aller loin, Quentin Antonielli, au moins en demi-finale. Mais c'est vrai, ce que Pierre a dit, il y a quand même une concurrence assez rude dans ces quarts de finale. On a cité Nielsen et McIntosh, mais aussi le Brésilien avec qui il s'entraîne donc à Gavieraté. Il tourne ces trois rameurs à 6,53, 6,55, alors que le Monégasque est plutôt aux alentours des 7,02. Donc il va falloir vraiment essayer de donner le maximum pour avoir aucun regret et pour pourquoi pas faire un exploit, parce que là on parlerait vraiment d'exploit pour le coup s'il venait à se qualifier en demi-finale. Le Quentin Antonielli n'est pas le seul à concourir aujourd'hui. On est à quelques heures de l'entrée en lice de Chao-Tsing Yang en tennis de table. Pierre, on vous retrouve. Vous êtes porte de Versailles. Chao-Tsing, comment ça se présente ce premier tour pour elle ? Rendez-vous dans 2h40 précisément. Ce sera derrière moi, on n'est pas loin de la porte de Versailles, à l'Arena Sud qui accueille beaucoup d'épreuves, dont le tennis de table. Chao-Tsing Yang, favorite contre Anna Matelova, la Tchèque, elles se sont affrontées 2 fois, ces 2 jeunes femmes, un partout, mais pour cette année, en tout cas sur la forme actuelle, Chao-Tsing paraît au-dessus de son adversaire. C'est ce que tout le monde nous dit depuis le tirage au sort, y compris la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Madame Yvette Lambin-Berty.
Elle a fait un entraînement très intense et pour nous ce sera très important de l'avoir joué à ses premières épreuves puisque de toute façon, quel que soit le classement, tout le monde y passe. On va être à ses côtés mais on est quand même un peu confiant. Hein, voilà, il faut tout de même garder cette perspective qu'elle a du potentiel. Bernard, une magnifique victoire pour ce 15 de France qui compte en plus un natif monégasque dans son effectif. Exactement. Donc la principauté est à l'honneur à travers un de ses natifs. Puis moi je voudrais aussi, ça a été fait par les journalistes qui ont suivi l'événement, mais rendre hommage à Bernard Lapassé. Parce que, qui a été président de la Fédération française de rugby, mais aussi président de World Rugby, c'est-à-dire la fédération internationale, et qui s'est beaucoup battu pour que le rugby intègre le programme olympique. Hein. On sait que c'est toujours quelque chose de pas évident, parce que souvent l'intégration d'un nouveau sport, ça veut dire que l'on en supprime un autre. Donc Bernard Lapassé y est arrivé, et puis aussi et surtout Bernard Lapassé était au début de l'aventure Paris 2024. C'est lui même d'ailleurs qui a coordonné le dossier de candidature. Tony Estanguet était auprès de lui, et malheureusement Bernard Lapassé est décédé, mais je crois que tout le monde a tenu à lui rendre hommage, que ça soit à propos de la médaille d'or du rugby à 7 français, mais aussi Tony Estanguet dans son discours vendredi soir. Je sais pas, parce qu'ils ne se sont pas affrontés depuis 2022 et un quart de finale à Roland-Garros. Donc je crois que Rafael Nadal, on le rappelle, le tournoi se joue à Roland-Garros. Donc il est dans son jardin. Rafael Nadal, il a peut-être envie de ce dernier combat, de cette dernière danse face à Novak Djokovic. Rafael Nadal est un compétiteur, il va tout donner. Est-ce qu'il en a les aptitudes physiques? J'en doute. En tout cas, on peut compter sur lui pour vraiment, comme on dit, se mettre chiffon sur le court. On passe désormais à une petite chronique avec notre ami Bernard Macario, historien du sport. On profite de votre présence ici ce soir pour parler des cérémonies d'ouverture. On a vécu une magnifique cérémonie d'ouverture à Paris. On va parler de la symbolique qui entoure ces cérémonies. Et on va commencer par le CIO qui met en avant son pouvoir sur ces cérémonies. Je crois qu'effectivement, quand on parle de la symbolique des cérémonies, je pense que la première chose qu'il faut mettre en avant, c'est que ces cérémonies, ce sont un des éléments du pouvoir du CEO. On pourrait ajouter aussi, bien sûr, les autres symboles, mais les cérémonies, c'est le CEO qui en est le propriétaire. C'est le CEO, notamment, qui en définit le protocole, et on l'a même vu, même si la cérémonie de Paris a cassé quelques codes, il y en a un qui a été totalement respecté, c'est-à-dire l'ordre protocolaire après le défilé des athlètes, lorsqu'ils se sont tous retrouvés, le discours du président du COJO, le discours du président du CIO, et puis c'est le président du CIO qui demande au chef de l'État d'ouvrir les jeux, et le chef de l'État n'a qu'une seule phrase à dire. D'ailleurs, c'est celle qu'il a dite, et il doit respecter cela. Souvenir, parce que le CIO est très attentif à ça. En 84, les Jeux étaient à Los Angeles, et le président des États-Unis était Ronald Reagan. Et Ronald Reagan voulait prendre une certaine liberté, voulait aller au-delà de cette phrase, et donc il y a eu un bras de fer, et finalement, bien sûr, le CEO a imposé sa loi. Bon, Reagan a juste eu la possibilité d'intervertir un petit peu, c'est-à-dire que de donner le nom de la ville après avoir évoqué l'Olympiade qui était concernée. Mais bon, ce petit exemple pour montrer que il y a vraiment cette volonté de tenir. Et ça existe depuis 1896, depuis la volonté de Pierre de Coubertin, qui voulait et qui a imposé cela, que les Jeux Olympiques ne soient pas considérés comme les autres compétitions. C'est-à-dire c'est vraiment un événement au-dessus des championnats du monde, quels que soient les disciplines. Et à se détacher des États aussi un petit peu. Pardon ? Et à se détacher des États aussi. Ça c'est la règle. La règle voulue par Coubertin, c'est-à-dire l'indépendance du CIO, qui est d'ailleurs
alors que l'on peut parfois, sur laquelle on peut parfois trouver à redire, compte tenu du mode de désignation des membres du CEO, c'est cooptation et non pas élection, et puis surtout, les membres du CEO ne représentent pas leur État. Par contre, leur mission, c'est de représenter le comité olympique dans le pays où ils sont. Donc il y a cette volonté, effectivement, de distinguer très, très, très nettement, mais j'insiste beaucoup sur un des rôles de ces cérémonies, c'est de faire valoir cette puissance, ce pouvoir du Comité international olympique, parce que il y a eu parfois des menaces, les fédérations voulant prendre le pouvoir, par exemple. Et cette volonté d'installer les Jeux olympiques comme un événement totalement à part. Et évidemment, toute la symbolique, et en particulier celle de la cérémonie d'ouverture, contribue à cela. C'est parti, vous l'avez compris, on a plein de choses à voir ensemble autour de ces Jeux Olympiques, à commencer bien sûr par la délégation monégasque. Dans quelques instants, nous irons retrouver Pierre Classen, accompagné par Benjamin Lamy à Paris, en direct bien sûr. Mais d'abord, le premier bilan après 8 jours de compétition. Et commençons par les choses qui fâchent, messieurs, mademoiselles. Terrible désillusion pour Chao Sin-Yang en tennis de table, la pongiste qui était tête de série et qui a été battue dès son entrée en lice, elle qui avait été exemptée de premier tour. Elle sort donc dès les 8e de finale face à la Tchèque Matelova. Sylvie, vous l'avez suivie pendant la préparation. On peut parler de vraie déception parce qu'elle s'attendait et on attendait mieux d'elle aussi. Oui, déception, je dirais même désillusion. Elle a quitté les couloirs de la compétition en larmes. Forcément, je pense qu'on était tous déçus parce qu'on ne s'attendait pas à une élimination aussi prématurée. Forcément, on est triste pour elle parce que voilà, ça fait 3-4 ans qu'elle se prépare pour cette compétition. Elle enchaîne les compétitions aux 4 coins du monde, loin de sa fille, de son mari aussi. Donc forcément, on est déçus. J'espère qu'elle reviendra plus forte. C'est sûr, même... elle va travailler pour... et je pense qu'elle est déjà focus sur Los Angeles. Bernard, mentalement, il faut être costaud là, pour aller chercher des ressources, parce que c'est là que ça se joue aussi. Oui, c'est là où je crois où on voit les vrais champions, finalement. C'est être capable de se relever après un échec, après une déception. Je crois qu'il faut lui faire confiance. On lui fera confiance pour revenir encore un peu plus fort et on suivra bien sûr son retour à la compétition. D'ailleurs, si vous voulez revoir cette préparation au jeu, entrée en jeu, superbe documentaire signé Sylvie Ferreira, Laurent Lopopolo, à retrouver sur tvmonaco.com par exemple. Les athlètes monégasques, on continue d'en parler, avec la natation aussi, et sur le 800 mètres libre, Théo Druhen qui a connu quelques difficultés. Il a terminé, lui, dernier de sa série, à plus de 40 secondes des meilleurs chronos, imaginez-vous le travail qu'il reste à accomplir encore, mais l'essentiel était ailleurs pour lui. Il a vécu une expérience hors du commun, on va l'écouter d'ailleurs, expérience incroyable qu'il a partagée avec dans les tribunes son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Je me suis senti boosté un peu par tout ce public quand je suis rentré en premier de ma série sur le bord du bassin. Du coup, c'est quand même assez impressionnant de voir toutes les tribunes remplies, pleines de public, ils sont là pour encourager tout le monde et pas une grosse ambiance quand même, donc c'était vraiment sympa de voir qu'il est là pour nous encourager et pour qu'il est là tout court aussi, et ça nous fait du bien et nous donne encore plus d'envie pour aller de faire le mieux. Et on va retrouver Pierre Classen depuis Paris, au plus près de la délégation monégasque. Pierre, bonsoir déjà, et vous allez nous partager un petit peu l'ambiance et l'état d'esprit qui règne autour de cette délégation monégasque. On a parlé de quelques déceptions, alors là, pour le coup, surtout pour Chao Sin-Yang, un peu moins peut-être pour Théo Druhen. Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Oui, moins de déception pour Théo Druhen qui a été perturbé dans ces dernières semaines de préparation à ces Jeux Olympiques. Théo Druhen qui a connu un Covid long et qui l'a handicapé. Il est à plus de 10 secondes de son meilleur temps. Il a terminé dernier temps des séries, mais on l'a écouté, l'essentiel était ailleurs. Il disputait ses 2e Jeux Olympiques après ceux de Tokyo. Cette fois-ci, il découvrait en fait finalement les
des vrais Jeux Olympiques avec du public, de la ferveur et vous l'avez dit, son Altesse Sérénissime qui était en tribune pour l'encourager. Et plus globalement, on sent une délégation très très soudée et tout le monde dans cette délégation a envie que la prochaine et dernière en lice, Lisa Pou, fasse un grand coup. D'ailleurs, vous maîtrisez le teasing comme personne. Je vais essayer de me mettre à votre niveau, Sébastien. Nous serons à Amiens où Lisa se prépare pour son 10 km en eau libre. Ce sera le 8 août. Exactement, jeudi prochain, tout à fait. Vous êtes très bon dans le teasing aussi, Pierre, je vous rassure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Restez connectés avec nous depuis Paris. On reviendra vous voir dans quelques instants. On continue de faire le tour des athlètes monégasques. On en parle aussi en plateau. On va parler aviron, évidemment, avec Quentin Antonielli qui voulait faire mieux que lors de ses derniers JO. Il avait fini 15e. Alors, il a fini sur une bonne note, Quentin Antonielli, puisqu'il a remporté sa finale D. Mais cette finale ne le classe que 19e. Johan, il n'y avait pas des attentes exceptionnelles, mais on sait que Quentin voulait faire au moins aussi bien que lors des derniers JO. Oui, c'est un peu le double sentiment, c'est-à-dire qu'on est content pour lui et lui doit être content de repartir la tête haute, c'est-à-dire avec cette victoire lors de sa dernière course. Ça, c'est important parce que de repartir avec voilà, le sentiment d'avoir accompli les choses, de finir premier sur la finale D, c'était important pour lui. Maintenant, il y a l'autre sentiment, c'est-à-dire d'avoir fait moins bien que ce qu'il avait fait à Tokyo. Et là, il peut être un petit peu déçu. C'est vrai qu'il y a certains chronos, son chrono en quart de finale est moins bon que son chrono lors des séries, donc il n'a pas évolué au niveau auquel il aurait dû être. Et là, je crois qu'il va avoir comment dire, il risque d'être un petit peu déçu, mais quand même, repartir avec une victoire, la tête haute, c'était important pour lui et il l'a fait, donc on va saluer ça. Pierre l'a très bien dit tout à l'heure, Lisa Pou, la prochaine athlète monégasque à entrer en lice, ce sera jeudi en natation, avec une chance de médaille pour le coup, parce qu'on sait qu'elle postule largement à un top 10. Je me tourne encore vers vous, Sylvie, parce que là encore, vous l'avez suivi dans cette préparation, il y a un coup à faire. Moi, j'y crois fortement. Elle a terminé 6e, je crois, du 10 km lors des championnats d'Europe à Belgrade il y a quelques mois. Sa dernière compétition, c'était à Barcelone. C'était la 2e Coupe d'Europe et elle remporte ce 10 km aussi. Donc, je pense qu'elle a de grandes chances, effectivement. Là, la période d'affûtage a dû commencer à Amiens, comme l'a dit Pierre. Donc, moi, je crois, on croit tous en elle. En tout cas, elle le mérite plus qu'autre chose. Peut-être la bonne surprise pour la délégation monégasque, vous allez voir. Oh, quand il y a du côté du Johan Cherami le sourire plus le petit clin d'œil, c'est que ça peut sortir. Non, mais il y a de réelles raisons de penser qu'elle va aller très très loin. En tout cas, on lui souhaite. Et Sylvie. D'autant qu'elle a décroché sa qualification pour les Jeux à Doha en février en terminant 9e du 10 km. Non, elle a ses résultats, en tout cas, ses compétitions se sont bien passées cette année. Elle a eu quelques couacs lors de son stage en Afrique du Sud avant Doha et en fin de compte. Voilà, c'est passé. Donc, elle est bien entourée. Il y a Théo, elle s'entraîne avec Théo. Son entraîneur, Michel Pou, aussi connaît le parcours, a bien étudié le parcours, ce 10 km dans la Seine. Donc tout, voilà, faut que toutes les planètes soient alignées et on ne peut que lui souhaiter de réussir. Et on va retrouver Pierre Classen depuis Paris en duplex avec nous pour réagir sur ce qu'on dit autour de la table depuis quelques secondes. On entend bien que cette délégation monégasque, elle est allée à Paris aussi pour prendre beaucoup d'expérience parce que la jeunesse des athlètes fait que pour l'instant, on y va pour travailler, pour apprendre et puis ça servira forcément à tous ces athlètes et à toute cette délégation, Pierre. Et oui, Sébastien, globalement, c'est une délégation jeune, voire très jeune. Tous les 6 qui sont présents ambitionnent évidemment d'être à Los Angeles d'ici 4 ans. Ils ont acquis énormément d'expérience à Paris. Pour certains, ils en avaient déjà acquis du côté de Tokyo. Et pour beaucoup, ils auront l'âge de la maturité du côté de Los Angeles. Alors forcément, les ambitions sont en train de naître, car une nouvelle Olympiade commence. Et vous le savez, une Olympiade dure 4 ans et s'arrêtera au début des Jeux de Los Angeles à l'été 2028. Merci beaucoup, Pierre. Samuel, je me tourne vers vous. On avait laissé Mackenson Gletti 10e sur la journée d'hier en décathlon. C'est pas une grande journée non plus aujourd'hui pour le Français. Est-ce qu'il est en train de rater sa compétition? Il se termine là. Rater, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai qu'on attendait plus du dernier médaillé de bronze au championnat d'Europe de Rome. Il est 8e de ce décathlon. Pour l'instant, Mackenson Gletti avec 442 points de retard sur le leader allemand, Léo Neugbauer, et 150 points sur la 5e place. Hier, il a raté le 100 mètres et la longueur aujourd'hui. C'est
c'est le saut à la perche qui lui a fait défaut avec seulement une barre à 4,70 m de franchie. Rendez-vous à 19h10 pour les épreuves de javelot et à 21h45 pour le 1500 mètres. Après, ce sera l'heure du bilan pour cet athlète, on le rappelle, qui s'entraîne au Nice Côte d'Azur Athlétisme. Tout à fait, c'est très complet. Merci beaucoup. Samuel, je ne sais plus quoi dire. Pardon, je vous regarde, mais s'il y en a un qui me trouve quelque chose sur Léon Marchand qu'on n'a pas encore dit depuis ces derniers jours, le tour de la table est vite fait. Bernard ? Le roi. Le roi, ça va, c'est bien Oui, résumé. il est entré au Panthéon du sport, ouais. clairement. Ouais. Léon Marchand qui est en train de devenir non seulement l'athlète de ces Jeux Olympiques, mais peut-être un petit peu plus. Il est en tout cas rentré dans le cœur des Français. Il y a une personnalité aussi. Il y a une personnalité qui se dégage au-delà de l'athlète. Et une maturité malgré ses 22 ans. Et ça qui est important aussi en termes d'image pour la jeunesse. Et d'ailleurs, ça marche à la perfection avec Bob Bowman, l'entraîneur iconique de Michael Phelps, qui lui est très intransigeant, très dur. Et justement, avec ce mental qu'a Léon Marchand, il peut soutenir justement la cadence infernale que lui met l'entraîneur américain. Sylvie, je voulais juste rajouter qu'il a songé à un moment à arrêter justement lorsqu'il y a eu cette période de coronavirus. Et en fin de compte, heureusement qu'il a continué parce qu'il nous a fait vivre de sacrées émotions. Et c'est peut-être pas fini puisque le roi Léon était de retour dans les bassins ce matin. Sylvie, se repose jamais en fait. Il se repose jamais et c'était pas de la récupération active, mais en fait tout simplement il a pris part au relais français du 4x100 mètres 4 nages hommes. Le quatuor français a réalisé le meilleur temps de la matinée et s'est donc qualifié pour les finales demain. Mais on retrouvera Léon Marchand ce soir aussi, ne soyez pas déçus, car il participera à la finale du relais mixte. Objectif donc pour le roi Léon, ramener 6 médailles à Paris. Ce serait incroyable. La suprématie de Remco Evenepoel et la bonne surprise des Français. Oui, la suprématie est indiscutable. La manière dont il s'est détaché et puis et la manière dont il a roulé après, dont il a surmonté la crevaison. Ça a été un moment assez palpitant. Il a crevé, on le rappelle, dans le dernier kilomètre, il avait 1 minute 30 d'avance, il était assez il traversait le Louvre. Tranquille. En plus, il a crevé dans un endroit assez extraordinaire. Et puis, effectivement, les deuxième et troisième places des Français, après le BMX d'hier, la France roule bien sur 2 roues. Mais vous faites bien d'en parler du BMX, on y reviendra dans un instant. Johan, incroyable, on était debout dans le bureau, on va pas se mentir. Pour le BMX Non, d'abord pour cet après-midi. Pour le BMX, vous étiez chez vous, moi aussi. Chacun fait sa vie, on n'est pas tous les jours ensemble, Johan. J'étais précisément à la plage. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai que de voir 2 Français sur le podium, c'est encore une émotion qu'on aime voir. On va revenir sur le BMX, c'était historique ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai juste envie d'avoir un petit mot sur Remco Evenepoel avant de passer au BMX. On l'a laissé au Tour de France sur ce podium lors de sa première participation. Là, il confirme sur ces Jeux Olympiques alors qu'on le pensait un peu cramé physiquement. Je crois qu'on est en train d'assister à la naissance d'un très très grand du cyclisme. En tout cas, 2 médailles d'or, chapeau à Remco Evenepoel. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, je donne pas cher de la peau du Serbe face à un Carlos Alcaraz qui, depuis 2 mois, marche sur l'eau. En témoigne, comme l'a dit Samuel à juste titre, ses titres à Roland-Garros et à Wimbledon. Voilà, il y a Carlos Alcaraz et les autres en ce moment. Donc je donne pas cher de la peau de Novak Djokovic, mais aller jouer une finale à 37 ans déjà... Elle vous fait rêver cette finale, Sylvie ? Oui, forcément, c'est une belle affiche et c'est sa première finale parce qu'il a perdu 3 fois en demi-finale. Mais comme vous l'avez dit, physiquement, effectivement, avantage Carlos Alcaraz parce qu'il a son bandage au genou, quelques problèmes au genou. Donc, voilà. Oui, on va rappeler qu'il a eu une opération au ménisque juste après Roland-Garros, donc il n'est pas non plus au top de sa forme, Novak Djokovic, face à un Alcaraz qui, lui, a récupéré toutes ses jambes. Par un chirurgien français. Donc tout est permis. 2 fois les médecins, Novak Djokovic face à Tsitsipas, il était un petit peu moins capricieux son genou là en demi, mais c'est vrai qu'il y a une grosse incertitude, il n'est pas à 100% Novak Djokovic et on pourrait même peut-être imaginer un forfait de dernière minute, qui sait, parce qu'il est vraiment pas du tout à 100%. Bah écoutez, on a fait une négociation très très longue avec Nathalie, on a dû mettre 5 minutes à réaliser notre accord et je suis très heureux de dire que TV Monaco va être en exclusivité la télévision de A1 Padel pour Monaco et pour la France. Mais avant ça, on va parler padel rapidement puisque ce soir s'achève la saison 2024 du circuit A1 Padel alors que Benjamin Lamy fait son entrée sur le plateau. Benjamin qui commentera cette finale ce soir
en compagnie de Jérémy Ritz. C'est un tournoi qui se dispute à Caracas, Benjamin, au Venezuela. Et la finale sera à suivre à partir de 21h sur TV Monaco. Et elle opposera Los Maricos, Leonel Aguirre et Gonzalo Alfonso, une paire que l'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition, Aymar Goni et Adrian Ayemandi. Et oui, une paire, Pierre, qui s'est constituée tout récemment lors du Master de Salta, une paire qui disputait son 3e tournoi ensemble à Caracas et qui réalise un sans faute tout simplement dans la capitale vénézuélienne. 3 victoires lors de la phase de groupe et une victoire hier soir en demi-finale face à la paire composée de Ramiro Pereira et Juan Ignacio de Pascual. Une paire qui avait remporté le dernier tournoi à San Juan face à Aymar Goni et Adrian Ayemandi en finale, justement. Un match équilibré, un premier set perdu au tie-break par Goni et Ayemandi. Mais ils avaient un avantage, Goni et Ayemandi, c'est que leurs adversaires avaient disputé leur dernier match de la phase de groupe quelques heures avant cette demi-finale. Et forcément, ça s'est ressenti en fin de rencontre. Un match à rallonge, 2h40 qui s'est conclu par un score 6-7. 7-6, 7-5 en faveur d'Aymar Goni et Adrian Ayemandi, un duo qu'on n'attendait pas forcément en finale, du Master final, et encore moins Aymar Goni, 19 ans, seul espagnol représenté lors de ce Master final, 1m95, c'est un grand gaillard, Aymar Goni, originaire de Pamplune, 2 tournois disputés seulement avant 2024, vainqueur de la Fabrice Pastor Cup 1000 de Monaco en mars, qui disputait donc, on l'a dit, son 3e tournoi avec Adrian Ayemandi, une demi-finale et 2 finales avec le vétéran argentin et première participation au Master Final évidemment pour Aymar Goni, qui n'était pas encore qualifié avant de disputer l'Open de San Juan la semaine dernière, mais sa finale lui a permis justement de marquer suffisamment de points pour disputer ce Master Final. Et il faudra un immense exploit pour les voir gagner cette finale contre Los Maricos, Leonel Aguirre et Gonzalo Alfonso, qui semblent bien partis pour aller remporter un 11e titre, Benjamin, cette saison. Oui, un 11e titre qui serait tout simplement un record, puisque l'an dernier, Maximiliano Arce et Franco Dal Bianco avaient justement réalisé ce record de 18 titres en une saison, un titre qu'ils ont jusqu'à présent égalé. Et justement, ils affrontaient Arce et Dal Bianco hier soir à Caracas, Leonel Aguirre et Gonzalo Alfonso, les doubles tenants du titre du Master Final, vainqueurs à Salta en 2023 et à Guadalajara en 2022. Aguirre et Alfonso concentré dès le début de match, pas de manque, en tout cas de preuve de suffisance cette fois-ci, admirer un peu le toucher de balle de Leonel Aguirre dans ses œuvres, un beau 2e set malgré tout de Arce et Dal Bianco qui ont réussi à débreaker leurs adversaires, mais eux aussi avaient disputé leur dernier match de la phase de groupe quelques heures avant leur demi-finale. Et on voit encore Leonel Aguirre impressionnant, l'Argentin Tolito comme on l'appelle, et malheureusement Franco Dal Bianco est passé au travers du tie-break décisif, 7-0, une bulle dans le tie-break et une victoire 6-2, 7-6 de Leonel Aguirre et Gonzalo Alfonso. Et le petit bisou pour le petit Matteo, l'enfant, le fils de Leonel Aguirre. Je sais que vous êtes plutôt friand sur ce plateau de ce genre d'image. Toujours. Rendez-vous donc, Benjamin, ce soir à 21h sur TV Monaco pour la finale de ce Master final, dernier match de la saison que vous commenterez en compagnie de Jérémy Ritz ce soir, avec encore une fois beaucoup de spectacles au rendez-vous. Merci Benjamin, on va vous laisser vous préparer pour commenter cette finale. Merci beaucoup Pierre, merci à tous. Dans le mille, pour commencer, combien de kilomètres ont parcouru cet après-midi les monoplaces dans les rues de Monaco? Combien de kilomètres ont parcouru cet après-midi les monoplaces dans les rues de Monaco? Le tour de formation ne compte pas. C'est le plus rapide ou... Ah, il y a ça sort d'abord, ça sort des outils. Très bien. Alors, on a droit aux outils. Thierry, Julien, me faut une réponse rapide. 257. Alors, on a nos réponses. Anthony, Johan, 275. Face à vous, 257,4 pour Julien et Thierry. Les calculs étaient presque bons. La bonne réponse va s'afficher derrière moi. 260,52. Pas mal. Thierry, Julien, vous prenez la main dans ce quiz. Je pense que c'est une 10 166. Une 10 166. C'est un quiz de qualité. Que des numéros 10 autour. Et pas son téléphone. J'ai même pas vu le cahier. Regardez, il a son carnet. J'ai fermé le carnet. Il a bachoté, lui aussi. Vous n'êtes pas le seul. Anthony, vous n'êtes pas le seul. Johan. Le premier non-français à s'être imposé sur le Tour de France 2024.
Pour être Jean-Claude. 3, 2, Pogacar 1. Pogacar, c'est une mauvaise réponse. Vous reprenez la main et à partir de maintenant, les bonnes réponses rapportent 2 points. Donc vous pouvez encore gagner. C'est faux. C'est faux. Non, c'est vrai. Vinay Girmay? Oui. Non. C'est du vert pour le maillot vert. Bah oui. La deuxième Le étape, ancien porter. Eh oui. Troisième. Troisième étape, ouais. Première, Romain Bardet. Deuxième, Kevin Vauquelin. Et Girmay derrière. Je lui avais dit la réponse, il m'a dit non. 4-2. Regardez, vous voyez, c'est vraiment 2 points pour les bonnes réponses. Oh. Il m'a dit non. Ouais, 3. Usain Bolt signe le record olympique du 100 mètres à Londres en 2012. Qui détenait le précédent record? Est-ce que c'était. De toute façon, il doit y avoir Lewis. Ouais, mais Asafa Powell, c'est pas aux Jeux Olympiques. Parce que là, c'est record olympique à Londres. Usain Bolt. Qui a battu le record olympique 4 ans plus tôt? Mais c'est lui-même en fait. C'est Usain Bolt en 2008. Oh, mais oui, oh là là. Ils sont forts. C'est une bonne réponse. Il y avait un piège, je ne le cache pas. Il y avait un piège, bien joué. Un partout, vous égalisez. Combien de sportifs étaient aux côtés de Marie-Josée Pérec et Teddy Riner lorsqu'ils ont allumé la vasque? Ardoise, aux côtés de Teddy Riner et... C'est rapide parce que je sais qu'il faut qu'on soit rapide. Ah non, c'est peut-être un peu plus. Il me faut une réponse rapide, messieurs. On avait dit rapide. Ouais. Allez, rapide. Je pense que c'est plus. Nous avons 7 d'un côté, 18 de l'autre. Vous allez voir la réponse derrière moi. Il me semble qu'il y a un dans le mille. Ah, bien joué. C'était bien 18. C'est un point en plus déjà. Vous prenez la main et vous gagnez un point, Johan Samuel. Johan Samuel, comment s'appelle l'archère ayant battu le premier record du monde de ces Jeux Olympiques? Record du monde de points de tir à l'arc. Premier record du monde à être tombé. Lim Si-Yong. C'est une excellente réponse, Samuel. Oui, excellente réponse, Lim Si-Yong, oui, qui bat le record de points de tir à l'arc. Vous êtes prêts? Bernard, il est venu pour le quiz. Hein, je vous dis. Il prépare le double au Masters l'année prochaine avec Samuel dès ce quiz. Préparation mentale surtout. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Première question, elle concerne Monaco. En quelle année a été fondé le Comité olympique monégasque? 1908. Alors. Oula. Coiffé au poteau Bernard Macario, là, ça serait. Il va y avoir une contestation. On a notre huissier Nicolas Ebersviller qui va vérifier en régie si jamais il y a une petite sortie de route. Fais-toi confiance. 1910. Aïe, aïe, aïe. 1907. 1907. Ah, 1907. Ah oui, mon cher Bernard. Vous chipotez, hein. Je chipote, non. Les chiffres sont les chiffres, excusez-moi. Non. Mais 1906, vous n'étiez pas loin. À quelques mois près, vous aviez. Je suis désolé, mais la main change et c'est Johan et Sylvie qui vont la récupérer. Je me rappelle le match de l'équipe de France de volleyball hier. Hein, qui a été sombrement volé par l'arbitre. Je ne vous connaissais pas mauvais perdant, Bernard. Attendez, c'est pas fini, ça vient de commencer. Vous avez encore tout le temps de marquer des points. Pour l'instant, il y a 0-0, je le rappelle, donc pas de raison de s'enflammer. Quel est le dernier athlète français champion olympique en individuel en athlétisme? Teddy Tamgo. Ah, j'ai un doute, je crois qu'il est champion du monde. Je suis pas sûr qu'il soit champion olympique. Lavillenie. Renaud Lavillenie. Bernard, ça s'appelle une passe décisive, ce que vous venez de faire. Mais... Renaud Lavillenie en 2012. En 2012. Oui. Mais c'est Johan et Sylvie qui récupèrent le point. Mais ça nous fait plaisir. J'adore. On viendra. Le meilleur candidat. En difficulté, et je trouve que ça leur permet. C'est bien moralement, c'est très bon. Le fair play, c'est important. Score final 2-0 pour Johan et Sylvie. Honnêtement, bravo. Vous savez quoi, sur le papier, j'aurais pas misé un centime sur vous. Vous avez été un petit peu aidé par Bernard. Il y a des vainqueurs, il y a le vainqueur moral. Il est trop fort. C'est bon, ça. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci Samuel. Merci Johan. Merci Sylvie. Merci à vous. Qui est devenu le premier homme à passer sous les 20 secondes aux 50 mètres nage libre hier? C'est Dressel, évidemment. J'ai plus son nom.
Ça prouve qu'ils vous ont écouté, Fred. Mais oui, mais Alors oui, j'ai écouté, mais j'ai pas retenu le nom. Bah, c'est cadeau. Hein. Ah bah oui, c'est cadeau. De me faire répondre. Comment il s'appelle? Si vous n'étiez pas à 0, je vous aurais enlevé un point, messieurs. Fred, Johan. Johan, vous l'avez? Ouais. Bien sûr que je l'ai, Jordan Crooks. Jordan Crooks, c'était évidemment la bonne réponse. Question foot, toujours elle concerne la Ligue 1 cette fois. Qui sera l'entraîneur intérimaire de l'AS Saint-Étienne suite au limogeage d'Olivier Dalloglio? Bah, c'est son adjoint. Mais... Je vais tenter un truc. J'ai rien. Vas-y. Vincent Ognon. Vincent Ognon, mauvaise réponse. Johan, Fred. Michel Échalote. Oui. Oui. J'aime beaucoup. Michel Échalote. J'ai presque envie de vous donner un point. Mais non, c'était Laurent Huard, la bonne réponse. Vous avez des fulgurances parfois, Johan.